Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette émission. Voici cette émission, ce magazine qui donne la parole aux femmes, ces femmes qui vont devoir se bousculer ou défiler ici à Zoom Eco Live pour partager, donner leur avis au sujet de ce mois qui leur est réservé, le mois de la femme. Justement, on en parle avec une thématique pour aujourd'hui, comment la femme peut-elle sortir de son état victime de la pauvreté pour jouer un rôle d'actrice clé du développement. Oui, cette question revient sur nos lèvres puisqu'il s'agit d'une importance capitale. Il s'agit également d'une femme oubliée en République démocratique du Congo, mais aussi une femme debout. Et pour développer notre thématique, nous recevons sur ce plateau Madame Sylvie Elengue, qui est enseignante, mais également activiste de droits humains. Bienvenue. Merci. Alors, nous allons aussi recevoir Madame Soraya Aziz. Elle est également activiste de droits humains, mais aussi entrepreneuse. Bienvenue. Merci. Pour faire genrer un tout petit peu, nous allons recevoir Patrick Mouyaya, qui est député national. Bienvenue, Monsieur Patrick. Merci. Alors, pour commencer, on parle de cette thématique importante, mais la plus grande question est de savoir comment comprendre, si l'on se lance dans une sorte d'explication de concept. Je commence avec vous, Madame. Comment comprendre cette pauvreté dont il est question? J'aimerais tout simplement dire, d'abord merci pour la parole, j'aimerais tout simplement dire que la pauvreté, c'est simplement ça, c'est selon moi, le fait de ne pas avoir l'argent pour acquérir les biens de première nécessité, tels que la nourriture, les vêtements, payer son loyer. Et si je rejoins la Banque mondiale, je dirais que c'est simplement le fait d'avoir faim. Être pauvre, c'est ne pas s'assumer socialement. Être pauvre, c'est le fait de ne pas pouvoir manger à sa faim. Alors, selon vous, Madame Soraya, vous pensez que la pauvreté dont il est question, c'est juste lié à la capacité de ne pas être capable de s'offrir de quoi vivre, de quoi manger, de quoi se nourrir? Pour moi, c'est un peu plus complexe que ça. Merci, merci de soulever cette question parce que la pauvreté est définie différemment selon les agendas. Okay? La Banque mondiale, oui, la Banque mondiale a réussi à chiffrer la pauvreté. Ils l'ont chiffré à ceux qui ont moins de 2 $ par jour pour survivre. Donc, c'est ça les chiffres officiels. Et donc, tout celui qui a moins de 2 $ par jour est considéré comme pauvre. Mais personnellement, je pense, et c'est là que je rejoins Madame Sylvie, que ce n'est pas simplement une question de chiffres. Parce que si on vit dans un contexte où il faut 10 $ pour vivre décemment en une journée, avoir 5 $ vous remet dans la pauvreté. Dans le contexte congolais, par exemple dans notre contexte rural, 2 $ par jour par personne, c'est quand même au-dessus de la moyenne. Et donc, c'est très nuancé cette définition de la pauvreté. Et moi, je préfère lier à d'autres indices de développement, tels que la santé, l'éducation, la sécurité. Et dans un contexte d'insécurité, on peut avoir 100 $ et être pauvre. Donc, il faut lier le revenu du ménage, puisque c'est de ça qu'il s'agit, à d'autres indices de développement pour comprendre le contexte de la pauvreté. Et une fois qu'on a compris ce contexte de la pauvreté de cette manière-là, se poser la question, est-ce que c'est seulement les femmes qui sont pauvres ou bien tout le monde est pauvre au Congo? Très bien. Monsieur Patrick Mouyaya, votre lecture? Je prendrai sa conclusion parce que finalement, la pauvreté chez nous, c'est l'environnement ambiant. Parce qu'il ne faudrait pas analyser la situation de la femme comme une simple entité dans un environnement comme celui-ci. Il faut le regarder dans la situation globale. Et quand vous regardez la situation globale de notre pays, nous sommes malheureusement pauvres. Et au-delà de tout ce qu'on nous raconte comme potentiel ou qu'on nous enseigne à l'école, la pauvreté, c'est la véritable preuve de ce que nous représentons parce que nous ne sommes pas en mesure de transformer tout ce que nous avons comme potentiel en solution. Et Madame Soraya a été un peu plus étendue sur le sujet. La pauvreté, ce n'est pas seulement le fait d'avoir à manger, mais c'est aussi avoir un logement décent. C'est aussi s'assurer que ses enfants vont à l'école. C'est aussi s'assurer qu'on se déplace en sécurité. Et c'est tout cet ensemble-là, finalement, qu'il faut qu'aujourd'hui, nous avons un défi commun à relever, à la fois hommes et femmes, parce que finalement, ce pays, il faut qu'on le construise, il faut que nous transformions ses potentiels
en solution pour nos différentes populations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même lier cette situation de pauvreté de la femme à la situation du pays? Moi, je ne souhaiterais même pas que vous puissiez parler de la pauvreté de la femme. Il faut parler de la pauvreté de l'homme avec grand H, parce que les hommes ne sont pas pour autant riches ici, où ils ne sont pas plus nantis que les femmes. Et donc, si les choses sont prises de cette manière-là, alors on va se dire... Dans le déséquilibre qui s'observe, on doit quand même mettre un accent sur la femme. Moi, je veux bien qu'on mette un accent particulier sur la femme, mais l'homme que vous voulez écarter n'est pas autant privilégié ou aussi privilégié que vous le pensez, parce que lui aussi, il est tout aussi pauvre. C'est sur lui que reposait, c'est sur lui que reposait principalement la tâche de financer le ménage. Mais il faut faire attention. Moi, je suis un produit des femmes, de ma mère, entre guillemets. Les femmes font parfois ou souvent plus d'efforts que d'hommes pour la survie des ménages. Donc, cette tendance à vouloir penser que la femme est plus pauvre que l'homme, je ne suis pas tenté de les suivre, au-delà du fait qu'il y a des véritables défis qui sont liés au rôle de la femme, surtout dans nos sociétés rurales. Mais même là, alors, on voit, c'est elle qui porte les calébas, c'est elle qui porte les bottes de pondou et tout le reste. Je ne crois pas que l'on doit, à mon avis, définir la pauvreté de la femme comme une entité singulière. Il faut parler de la pauvreté de l'homme et voir dans quelle mesure ensemble on crée des conditions de leur épanouissement et voir maintenant spécifiquement comment on agit principalement sur nos traditions et sur nos habitudes qui parfois peuvent plomber, qui parfois empêchent les femmes d'exploiter leur plein potentiel et d'apporter leur contribution dans le développement social. Vous pensez qu'on doit y aller avec un tout ou bien dissocier les choses? À l'entendre parler, un tout, vous avez compris que... Aller en intégrant l'homme avec grand H, c'est bien, mais aujourd'hui, le profil de la pauvreté, c'est la femme. Ça, c'est clair. J'aimerais vraiment qu'on y mette un accent particulier parce qu'il suffit d'observer sur nos routes quel est le nombre de femmes qui sont attablées en train de vendre. Elles sont nombreuses. Et à chaque jour qui passe, il y a toujours une femme de plus qui quitte sa maison, qui quitte son foyer pour venir proposer quelque chose dans la rue. Et la plupart sont dans les commerces informels. Et lorsque vous regardez ces femmes, vous comprenez que la pauvreté chez nous, particulièrement, et dans les pays du tiers-monde, c'est les femmes d'abord. La femme est au centre des équilibres sociaux, au centre des équilibres familiaux. C'est la femme qui a la charge de l'éducation. C'est la femme qui a la charge du suivi des travaux ménagers. C'est la femme qui a la charge de tout le quotidien. Et quelquefois, les hommes, je prends vraiment des cas, un cas banal, on le voit sortir 5 000 francs et dire, voilà, c'est ma contribution aujourd'hui pour le manger. Et cette femme, le soir, vous revenez, vous trouvez qu'il y a à manger sur la table. Demandez-vous comment est-ce qu'elle a fait. Elle n'a pas une baguette magique pour transformer cet argent en millions. Quel est le rapprochement, justement, avec notre thématique? Non, c'est pour vous dire aujourd'hui que cette femme abat un travail merveilleux dans notre société en général. Mais elle est oubliée. Elle est non seulement oubliée, mais elle porte tout le poids de la famille. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire ce sont ces femmes pauvres qui sont dans l'informel principalement, qui font fonctionner nos ménages. Est-ce que vous sentez quand même l'engagement de ces femmes, parce que madame le dit un peu plus clairement, qu'elles portent le poids ou la charge, mais dans ce qui concerne justement le développement de notre pays, la RDC, est-ce que vous sentez quand même un engagement de ces femmes? Oui, bien sûr, les femmes sont engagées, mais est-ce que leur contribution compte? C'est ça la question. L'économie du Congo aujourd'hui est une économie principalement informelle. Et c'est là que je rejoins Madame Sylvie et Monsieur l'honorable Mouyaya. Puisque l'économie est informelle et que la contribution de la femme est essentiellement une contribution informelle, c'est-à-dire une femme qui vend du pain dans la rue, une femme qui vend des produits de bilanga dans la rue, cette contribution n'est pas quantifiée par le gouvernement. Je vais prendre un exemple. En Tanzanie, à un moment, ils ont décidé que toute personne qui vendait, quoi que vous vendiez, à partir du moment où vous vendez régulièrement, vous devez avoir une patente. Et à partir de ce moment-là, ils ont sorti un très grand nombre de personnes du secteur informel vers un secteur plus formel. Ces personnes, bien sûr, au début, c'était difficile et il y avait des résistances. Ces personnes ont commencé à payer des taxes. Mais avec ces taxes, ils ont pu mettre en place des assurances
des assurances emploi, des assurances maladie. Même pour les agriculteurs qui ont un revenu saisonnier, on a développé des produits d'assurance adaptés à leurs revenus saisonniers, de sorte à ce qu'ils n'avaient pas besoin de payer leurs assurances mensuellement, mais saisonnièrement. C'est-à-dire, je pense que la réflexion par rapport à la pauvreté peut être une réflexion de l'homme avec grand H. Déjà que j'aime pas dire homme avec grand H, je préfère dire de l'humain. De l'humain. Mais la pauvreté impacte différemment les hommes des femmes. Ça, c'est clair. C'est clair que si on garde le même type d'institution, le même type de culture, il y a des fortes chances pour que les transformations nationales, les transformations à un niveau macroéconomique, pour reprendre certains termes à la vogue, n'auront pas l'effet escompté sur les femmes. On verra une catégorie d'hommes émerger et devenir riches, alors que les femmes seront laissées pour compte. C'est pour ça que c'est très important, pendant qu'on est en train de transformer l'économie générale du pays, de la faire passer de l'informel vers le formel, il faut qu'il y ait un accent particulier sur comment ces dividendes seront glanés par les femmes. Mais moi, j'aimerais rajouter, c'est que les femmes ont démontré une forte capacité de résilience à la pauvreté, à la crise. Je l'ai donné tout à l'heure comme exemple. Les femmes sont les premières. En cas de manque dans sa maison, elle brave sa fierté. Elle est prête à vendre ses biens pour se mettre à la rue et proposer un produit de consommation courante aux clients, aux consommateurs, à la population. Cette valorisation... Et j'aimerais aussi rajouter, pour rebondir à ce que Madame disait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une capacité, une portion de commerçantes qui sont dans l'informel, qui sont aujourd'hui en train de payer la patente. C'est une réalité congolaise. Mais le nombre de dames qui payent la patente, de commerçantes informelles qui payent la patente, par rapport à celles qui sont tous les jours dans la rue, est infime. Et il y a eu un recensement l'année dernière de l'INES. L'Institut national de statistique avait lancé un programme général d'enregistrement de tous les commerçants, jusqu'à celles qui vendent dans la rue. Ça a été fait. Et je crois petit à petit, on est en train de cheminer vers des chiffres plus ou moins réalistes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque jour qui passe, j'observe dans ma commune, je suis à Bandalungwa. Comme moi. Je sais, on est voisins. Ma rue Inga se rétrécit, alors que c'est une belle avenue, bien asphaltée. Elle se rétrécit, elle est devenue à une voie. Pourquoi? Parce que à chaque jour qui passe, je les compte. À chaque jour qui passe, il y a une nouvelle table qui s'ajoute. Il y a une nouvelle femme qui vient. Ça, je vous le dis. Autre chose. On a parlé tout à l'heure, madame venait de parler des produits d'assurance et tout ça. Aujourd'hui, on a la loi de la CNSS. Peut-être que cette entreprise ne fait pas suffisamment, l'ancienne INSS, elle ne fait pas suffisamment de promotion de ces produits. Les produits que madame venait de citer, nous les avons dans nos lois. La CNSS aujourd'hui permet à tout individu qui peut s'acquitter de ses droits, de ses cotisations, de pouvoir s'affilier et bénéficier des différents produits qu'offre la CNSS. Mais combien de dames sont au courant de l'existence de la CNS? Combien de dames fréquentent le boulevard pour savoir que la CNSS existe? C'est vrai, ils ont décentralisé leurs bureaux à travers les communes, mais ce n'est pas suffisant. Comme c'est une entreprise congolaise, pourquoi ne pas faire le porte-à-porte? Allez vers les femmes et leur expliquer, voilà ce que nous vous garantissons, vous menez une activité, venez payer une petite quotité, et bien nous en contrepartie, on vous offre tel produit. On va revenir à vous, Monsieur Patrick Mouyaya, j'en profite, je vous prends sur cette casquette, vous êtes également député national, en tant que madame, il faudrait peut-être que la valorisation de la femme dont on parle commence d'abord par l'État et les lois. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites pour lesquelles je ne suis pas d'accord, parce que moi je considère que les hommes connaissent les mêmes difficultés que les femmes. Quand vous dites qu'une femme est attablée, sans doute qu'il y a un homme qui derrière a consenti un sacrifice, essaie de chercher de quoi vendre et tout ça. Bon, de toute évidence, c'est un débat de pauvreté que nous faisons. Ce n'est ni honorable pour elle, ni honorable pour nous. Alors, je veux faire une petite anecdote, parce qu'un jour, nous discutions justement de questions de parité avec le patriarche Gizenga d'heureuse mémoire. Il nous a dit, la parité, c'est un complot des hommes pour plafonner les ambitions de la femme. Et donc, lorsqu'on parle de parité, très souvent, les femmes disent 50%,
alors que nous sommes dans une société, elle pouvait avoir plus. C'est un exemple pour illustrer un peu ces cas de figure. Mais aujourd'hui, il faut regarder c'est quoi la situation légale de la femme. Nous avons une constitution qui consacre justement cette parité. Nous avons une loi sur la mise en œuvre de cette parité. Mais la réalité, que ce soit la constitution ou la loi, je peux même rajouter le fait qu'on a supprimé l'autorisation maritale pour permettre aux femmes d'être plus épanouies professionnellement. Mais les vrais défis de la femme chez nous, c'est un défi qui est lié à nos habitudes et à nos coutumes et à ce que nous avons comme culture de vie. Je vous donne un exemple. Une femme, quand elle a 25 ans, sa propre mère va lui dire « Ah bon, maintenant, moi, Nazawapi. » Toromema Bako côté pour dire bon maintenant toute cette culture là, moi j'ai fait l'IFASIC, madame je crois qu'elle est là aussi. Quand nous commencions, il y a toujours un peu plus de femmes, il y a toujours plus de femmes. J'ai même l'impression que c'est de l'ordre de 75-25 ou de 70-30%. Mais professionnellement, à un moment, elles disparaissent parce que bon finalement, on s'est résolu à suivre ce que la coutume nous recommande. Bon, il faut que je me marie, il faut que... Parce que finalement, on pense que le mariage est un aboutissement professionnel, ce qui n'est vraiment pas le cas. Et c'est toutes ces habitudes qui a un certain... Parce que quand vous êtes mal marié, vous perdez le reste. Justement, quand vous parlez de ces femmes qui disparaissent, c'est un problème d'opportunité qui ne se présente pas Les problèmes d'opportunité... Ou de prise de non, conscience. Non. D'abord, je parle pas je voudrais pas parler d'opportunité parce qu'il n'en existe pas non plus pour les hommes tels qu'on aime en parler. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut qu'on en crée pour tout le monde. Mais ce sont les hommes qui fixent les règles. Il faut qu'on en crée pour tout le monde. La règle, madame, la règle est suprême ici. Chez nous, c'est la Constitution. Et il y a des... Aujourd'hui, vous savez, madame Soraziz, nous sommes de la même génération. Je ne crois pas que elle et moi j'ai un avantage particulier sur elle parce que je suis homme. Parce que ce qui compte, c'est les compétences qu'elle a, c'est l'intelligence dont elle fait la démonstration, et on voit dans quelle mesure dans un contexte... Elle soulève un aspect important. Est-ce que la Constitution de la RDC protège la femme Bien au sûr. regard de toutes ces réalités? L'article 14 Oui. prévoit une représentativité équitable entre les hommes et les femmes dans toutes les institutions de la République. Et sur le terrain, la réalité? Sur le terrain, la réalité est tout autre. C'est lié au contexte, comme tous les autres débatteurs l'ont dit, c'est lié à notre contexte de crise. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a des coutumes. Mais ce que monsieur le député ne dit pas, notre honorable, c'est que il y a plus, la femme porte plus le poids social, le poids familial. Ce qui fait qu'à un moment, lorsque la femme doit faire des choix, elle fait les choix pour les siens. Je voudrais intervenir à ce niveau. Vous aurez votre temps. Non, parce que j'ai l'impression, lorsque vous parlez des charges familiales, je vous ai dit tout à l'heure, je vous circonscris la place de la femme dans nos traditions. Parce que les bonheurs dans la vie, madame, c'est pas forcément gagner de l'argent. Les bonheurs, c'est aussi ces instants qu'on passe au milieu de nos familles. Et Dieu seul sait que les hommes manquent. De ces points de vue, pour les hommes qui ne sont pas aussi familiers que la femme, mais il ne faudrait pas considérer ça comme une forme de goulot ou comme une forme d'obstacle qui empêche à la femme de se faire, parce que finalement, on fait des choix. Au-delà de tout, surtout pour nous qui avons un peu plus de jugeote, parce qu'on a été à l'école, à l'université, on sait voir et on sait apprécier ce qui est bon, nous faisons un équilibre. Madame qui est en face de moi, je n'irai pas à parler de son mari, mais je sais qu'à leur niveau, c'est des choses qui sont assez équilibrées. Et donc, vous voyez que dans le milieu urbain, il y a plutôt des efforts qui sont faits pour qu'il y ait un certain équilibre. Mais malheureusement, pour moi, le plus grand travail que nous devons faire pour l'épanouissement des femmes dans notre pays, c'est dans l'arrière-pays, si je peux m'exprimer ainsi, et il faut qu'on agisse sérieusement sur nos traditions, parce que c'est finalement ça qui plombe le développement de nos femmes. Je ne suis pas d'accord avec ce que l'honorable dit. Ouais. On n'a pas les mêmes choix. Nous ne partons pas avec les mêmes choix. Pas Lui et souvent ou moi, pas nous toujours? Ni les mêmes chances. Jamais. 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 Lui et moi, nous sommes de la même génération. Mais combien de femmes de mon milieu ont atteint le niveau de réalisation professionnelle que moi j'ai atteint? Et la même question, je la lui retourne, combien d'hommes de son milieu ont atteint le même niveau de réalisation? Allons simplement, monsieur est député, allons, monsieur, j'ai pas fini, monsieur est député, allons au Parlement. Combien de députés de son âge sont femmes? Ce n'est pas une question de choix. Ce choix ne nous est pas donné. Ce choix ne nous est pas donné. Patrick n'a pas besoin de choisir entre se marier ou avoir une carrière professionnelle accomplie.
Lui-même, il le dit, il y a une pression sociale telle qu'on est obligé de se marier à un certain niveau, avec tout ce que cela représente sur l'évolution professionnelle qu'on peut avoir. Parce qu'une fois qu'on est marié, une fois qu'on fait des enfants, on n'évolue pas de la même manière. Non. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour briser ces barrières. La première chose, c'est d'abord s'en rendre compte. À partir du moment où les législateurs ne se rendent pas compte que les pesanteurs qui existent plombent l'évolution des femmes, moi je me dis qu'on est mal paré. Mais de quoi on parle? Parce que si, en faisant la Constitution, on consacre la parité, si on fait une loi sur la mise en œuvre de la parité, le problème au Congo, Madame Soraya, ça n'a rien à voir avec la législation. Le problème, c'est que nos législations, on les fait, parfois elles restent en ville ou le journal officiel et qu'elles ne sont pas traduites en actes et on ne le ressent pas dans la société. La difficulté que vous avez, parce que vous avez parlé d'élections, je vais vous donner un exemple. Je ne voudrais pas faire miel les adages qui disent ce que vous connaissez, je ne voudrais pas les répéter, mais l'élection, moi je considère, moi je suis que les femmes ne soutiennent pas les femmes, c'est ça? Non, moi c'est Tongarambo Kate, c'est dans les mêmes esprits. Moi je n'aime pas faire le relais de tout ce que je considère comme c'est des stéréotypes qui ne se vérifient pas. Mais moi je suis élu. Moi je suis élu. Mais on dit, malheureusement ou heureusement, que les femmes ou les jeunes, ce sont les personnes qu'il faut à un moment donné. On parle même de la politique de quotas pour assurer une représentativité. Personnellement, je suis contre, mais je peux comprendre parce que c'est des solutions provisoires qui permettent de revenir à une situation normale. Mais l'élection est une compétition. Il y a eu des candidates, femmes de mon âge, mais ont-elles été élues ou pas? Quelle est la perception des électrices d'autres femmes? Parce que en majeure partie, nos électeurs sont des femmes. Et vous l'avez dit vous-même, ce sont les pesanteurs culturels. Mais pourquoi? Justement, c'est pour ça que je dis que nous devons beaucoup agir sur la culture. Et pour moi, agir sur la culture ne signifie pas porter les débats sur la place de la femme dans les milieux urbains. Il faut qu'on aille à l'arrière-pays, à l'intérieur du pays. Non seulement, Madame Soraya l'a dit, on est toutes formatées en tant qu'Africaines et surtout Congolaises, déjà de par l'éducation reçue dans nos familles, eh ben, on est déjà plus ou moins marqué. Je sais qu'à un moment, il faudrait que je décroche. Il faudrait que si j'ai des ambitions assez poussées, eh ben, je devrais faire des choix. Et ces choix, lorsqu'on les fait, on tient compte de toute la famille qui vient avec vous. Un garçon qui échoue, passe encore. Mais une fille qui échoue, qui vous ramène des bébés, qui fume je ne sais où, qui fait ceci, eh ben, c'est l'opprobre sur tout le monde. N'est-ce pas? Donc, on est formaté, il y a tout ce poids que nous portons, que nous le voulions ou non, qu'on ait étudié je ne sais où et qu'on soit revenu ici. Je vous dis quelque part, il y a cette marque. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez une fille? Des femmes qui ont évolué. Est-ce que votre fille évolue dans ce que vous décrivez? Oui, elle est libre, je l'encourage. Est-ce qu'elle évolue dans les poids de tout ce que vous décrivez là? C'est inconscient et je suis... Non, regardez, c'est inconscient. On lui montre déjà que la cuisine c'est ceci, on fait les omelettes comme cela, on prépare cela. Le garçon, on ne va pas l'emmener à la cuisine, on va pas le... Lui, il joue, il passe son temps à jouer au football, il fait ceci, il fait cela, mais à la fille, c'est... va voir dans ta chambre, est-ce que ta fille t'a fait ton lit? Ramasse un peu. On est plus enclin à emmener les filles vers tout ce qui est ménager et tout ça. Même lorsqu'ils sont tous dans les mêmes écoles. Mais on transmet insidieusement, je ne sais pas madame, insidieusement, qu'on le veuille ou non. À la fille, on est un peu plus regardant. À 12 ans, on lui interdit ceci. Est-ce que l'éducation à avoir, justement, c'est ça la question? Est-ce qu'on doit remonter le problème à ce niveau? Moi, je pense que le problème est à 3 niveaux. OK? Le problème commence au niveau légal. Même si l'honorable député ne veut pas y croire, le problème commence au niveau légal. C'est vrai que nous avons maintenant, aujourd'hui, des bonnes lois au niveau international, au niveau national. Nous avons des lois organiques pour les mettre en place. Mais il est important que le gouvernement, s'il tient à cette question d'égalité entre l'homme et la femme, comme la Constitution le lui oblige, il est temps que le gouvernement commence à suivre ces lois. C'est-à-dire mettre en place des sanctions. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas pour plusieurs lois, pas seulement la loi sur la parité, mais pour plusieurs lois. Même pour les partis politiques. Oui, il avait été encouragé qu'il y ait plus de femmes et tout ça. Madame, excusez-moi, parce que vous parlez d'un domaine qui me concerne. Oui. Mais combien de femmes sont militantes? Combien de femmes? Parce qu'à un moment, on a eu un débat. On dit on fait des listes zébrées.
Vous avez une élection à 20 000 candidats, il faut trouver 10 000 femmes. Parfois, on ne les trouve pas. Je ne défends pas les partis politiques parce que moi, je suis un homme genré. La compétition avec les femmes ne me dérange pas dès lors que ça suscite de l'humiliation de part et d'autre. Mais il faut regarder d'où nous venons. Il faut regarder quels sont nos objectifs, qu'est-ce qui peut être fait. Aujourd'hui, les cauchemars, c'est que nous connaissons. Je vous donne un exemple d'un pays qu'on appelle le Rwanda, qui passe comme champion de la question là. Encore que je ne suis pas sûr que j'ai dû plus créer ces modèles. Moi aussi. On réserve 34 ou 36% de sièges à l'Assemblée où on copte les femmes. On copte les femmes, elles ne sont pas élues. Elles ne sont pas élues. Voilà. Et vous prenez ça le qu'il faut 64 où on fait des élections, c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. C'est fait peut-être pour des besoins cosmétiques. Et fort malheureusement, même ici chez nous, très souvent quand on parle des femmes, surtout nous les politiques, on en parle pour des besoins cosmétiques parce qu'on verra, mais il y a quand même, il faut reconnaître, qu'une volonté politique qui a été manifestée. Regardez les derniers gouvernements, les gouvernements de missionnaires, il y a quand même eu 18% des femmes, c'est pas beaucoup, mais il y a un effort, on a une femme ministre des Affaires étrangères pour la 2e fois dans l'histoire. On a une vice-premier ministre du plan, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Il faut encourager que nous puissions continuer, mais il faut aussi encourager que les femmes s'engagent davantage en politique pour aller... On sait ressortir, je vais vous donner la parole, qu'il s'agit pour M. Patrick Muyaya beaucoup plus d'un engagement lié à la prise de conscience. Tout à fait. Contrairement à ce que dit Mme Sylvie. Non, moi je pense que les deux se rejoignent. Les deux se rejoignent. Il y a une question de prise de conscience. Mais comment cette prise de conscience et ce changement transformationnel au niveau de la société va arriver? C'est là que je parlais de 3 niveaux. Le premier niveau étant le niveau légal. Une fois que les lois sont là, elles sont mises en application. Le deuxième niveau, c'est le niveau institutionnel. Quand il parle du Parlement du Rwanda, c'est le Parlement du Rwanda qui a voté pour abolir le congé de maternité. Ok? Au niveau institutionnel, dans nos institutions, les institutions, ça peut être des institutions sociales, comme la famille, comme les écoles, ça peut être des institutions professionnelles, comme nos entreprises, comme nos gouvernements. Il faut qu'on instaure une culture de la parité. C'est là que moi, je suis d'accord avec l'idée de la culture. Parce qu'un gouvernement comme le gouvernement norvégien, dans les pays scandinaves, la question politique ne fait plus débat. La parité a été respectée. Mais quand on va dans les entreprises, les CEO, c'est toujours des hommes. C'est moins de 20% qui sont femmes. Revenons à la thématique. Le troisième niveau, si vous permettez, juste le dernier niveau, c'est le niveau individuel. On ne peut pas occulter le niveau individuel. Bien que le niveau institutionnel vienne avec certaines pressions, nous devons émanciper les femmes au niveau individuel. Et c'est là peut-être que nous devons, en tant que femmes, nous organiser mieux, comme tous les mouvements civils l'ont fait à travers le monde, aller demander, exiger, engager les femmes qu'elles deviennent plus militantes, présenter des rôles modèles qui ont réussi et tout ça. Donc il faut vraiment agir en même temps sur les 3 niveaux. Alors on a présenté la problématique, comment faire justement pour sortir cette femme de la pauvreté, pour qu'elle soit demain, par exemple, importante pour le développement du pays. Je commence par vous. Oui, moi je me dis que l'État congolais devrait, comme on vient de le dire, déjà fixer un cadre qui soit de plus en plus avant-gardiste et qui permette aux femmes légalement de pouvoir avoir des voies de recours. Là, l'honorable l'a fait remarquer, il n'y a plus cet article sur l'autorisation maritale et bien d'autres choses. Hein. Et ça, c'est le nouveau code de la famille qui a été amendé. Eh bien, l'État congolais devrait accompagner ces transformations sur le terrain. Et là, je rejoins l'honorable qui a tout à l'heure, au début de son intervention, parlé de la question des coutumes, des mentalités, de la culture en général, qui est notre culture, qui a une forte pression sur les individus. Commencer par travailler sur tout ce que nous avons comme coutume. Je peux vous le dire aujourd'hui, ma main à couper. Toutes les déclarations que nous faisons en faveur du droit des femmes, en faveur du genre et bien d'autres choses, eh bien, une fois rentré dans nos cultures, l'individu qui était sur le plateau, automatiquement dans sa culture, est pris en otage, agit tel que la coutume le demande. N'est-ce pas? Et donc, il faut commencer par travailler sur ça, accompagner petit à petit ces réalisations, ces transformations sur le terrain. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer très vite. Il y a eu la question de l'excision en Afrique de l'Ouest.
Combien de projets et d'argent n'ont pas été mobilisés pour finir avec ce fléau? Mais finalement, tout le monde s'est accordé pour dire ben, ça ne se terminera pas avec des projets. Ils ont commencé à travailler sur chaque exciseuse. Une fois qu'on t'identifie dans le village, le projet vient pour toi, individu. Et on a commencé à travailler sur elle petit à petit pour leur faire comprendre tout le dommage qu'elle causait dans la santé des femmes et leur donner d'autres possibilités de gagner leur vie. Parce qu'au final, c'est l'argent, on les paye. Et donc, petit à petit, elles ont commencé à changer. Et on a compris, en Afrique de l'Ouest, cette question maintenant est mise sur la table. Une fois qu'on repère l'une d'entre elles, paf, on vient vers vous. Pour vous, la solution, voilà. vous chargez le gouvernement. Non seulement les gouvernements, nous avons tous ces leaders au niveau communautaire, nos chefs coutumiers, nos parents, tous ceux qui ont une emprise sur l'individu, moi-même également. Pourquoi est-ce que je chargerais plus la petite fille chez moi en lui donnant des travaux ménagers alors que son frère qui vient de salir la table, qui a mangé, ne débarrasse même pas? On dit à la petite, prends l'assiette de ton frère, débarrasse. Mais c'est déjà aussi une forme de pression sur la fille et pas sur le garçon. Donc tous ici, nous devons rentrer dans le moule de la transformation et accompagner ces lois. Parce que je vous dis, on a de très belles lois que d'autres pays n'ont pas. Mais la condition de la femme ne change pas. Madame Soraya, on va finir avec lui. Allez-y. Pour moi, je reviens encore, c'est une question sur laquelle on doit travailler à plusieurs niveaux. Okay? À plusieurs niveaux. Comme on l'a constaté, il y a le niveau légal, il y a le niveau institutionnel, il y a le niveau individuel, mais il est réellement question de prendre conscience en tant que peuple qu'il y a des déséquilibres qui existent. Ce sont des challenges que d'autres pays ont vécu, mais pour arriver à les changer, nous devons tous travailler ensemble. Et il n'est pas exclu, par exemple, pour certaines questions de maladies, je vais prendre l'exemple du VIH-Sida, à un moment, c'était une telle menace pour le pays qu'on a dû mettre en place des pères éducateurs dans chaque structure qui existe. Dans toutes les écoles, il y avait des pères éducateurs. C'était des personnes qui étaient informées sur la question et qui pouvaient aider les autres à mieux comprendre et à répondre à leurs questions. Et on a réussi à stopper la propagation de la maladie. Peut-être que c'est dans des solutions comme celle-là, comme pour les exciseuses, que nous devons recourir. C'est-à-dire avoir au niveau le plus bas de l'échelon social des personnes qui sont bien informées, bien éduquées et qui peuvent aider à véhiculer certains messages et briser certains stéréotypes. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais tard pour bien faire. Pour moi, on a tout le temps. 60 ans, c'est très jeune pour une nation. Les États-Unis ont plus de 200 ans et c'est une des plus jeunes nations de ce monde. Alors pour moi, 60 ans, c'est vraiment c'est le bon moment parce que nous sommes encore en train de jeter les bases de la nation que nous voulons créer. Les femmes doivent booster cette volonté politique. Pas seulement les femmes. Tout le monde. Je parle des femmes d'abord. Doivent-elles booster cette volonté politique pour obtenir gain de cause ou laisser les choses se faire Pas du tout. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun droit civil qui a été remporté par la bonne volonté des personnes qui étaient justement là à vous refuser ce droit. Partout, que ce soit le droit des Noirs, que ce soit les droits des femmes, que ce soit les droits des homosexuels, que ce soit tout le monde qui a voulu changer la législation a rencontré une résistance parce qu'on a peur de l'inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Il y a cette notion que le pouvoir ne peut pas se partager, que si vous avez beaucoup de pouvoir, automatiquement, moi j'en aurai peu. Alors cette notion, qui est une notion erronée, il y a plusieurs écrivains qui ont écrit dessus, fait que les hommes pensent qu'en accordant plus de pouvoir aux femmes, plus de pouvoir économique aux femmes, ils vont perdre ce pouvoir économique, ce qui n'est pas vrai. Au contraire, ça sera complémentaire et ils auront chacun leur part et leur rôle au sein de la société. Monsieur Patrick Mouyaya. Écoutez, ces débats sur les femmes, je suis désolé, à certains égards, je ne pense pas que ce soit les débats qu'il faut avoir, parce que moi je considère que nous évoluons dans une société paritaire. Au-delà des difficultés que les femmes rencontrent, les hommes en rencontrent aussi beaucoup, et je trouve, un jour j'étais un peu, j'avais mal, j'ai vu 2 étudiants qui sont venus me voir, il dit honorable, on a postulé, j'ai postulé pour un poste, on m'a dit il faut une préférence féminine, on a pris une femme et pas moi. Je dis mais c'est comme ça, parce qu'il faut comment on appelle, dit une discrimination positive. Il m'a dit honorable, pourquoi on me fait payer un mal que je n'ai pas fait? J'ai rigolé, j'ai dit bon, écoutez,
c'est comme ça. Mais on a posé ici un problème sociétal qui est important parce que finalement, la femme a sa place aux côtés de l'homme pour développer la société. C'est comme ça depuis les jardins d'Éden. Et il y a des efforts considérables que nous devons faire. Au-delà du fait que nous devons travailler pour créer un contexte où l'être humain, pour prendre la formule de Soraya, prospère, mais nous devons faire un peu plus attention à la femme. Pourquoi? Parce que c'est elle, comme Madame Elengue l'a décrit ici, qui porte un peu la famille, qui incarne un peu la dimension sociale, parce que c'est elle qui finalement est victime du modèle de société que nous avons construit. Et ces caractères de victime, entre guillemets, je n'aime pas trop cette victimisation aussi, mais c'est pas seulement au Congo, même ailleurs, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la première fois en 200 ans qu'il y a une femme qui est vice-présidente. Il fallait casser les plafonds de verre avec Hillary Clinton, c'est pas arrivé. Et donc, vous voyez que le plus important, c'est de reconnaître qu'il y a ces difficultés et qu'il faut qu'on agisse. Alors, du point de vue de la loi, pour moi, il n'y a pas de problème au niveau de la loi. Les problèmes que nous connaissons chez nous, c'est qu'il n'existe plus d'État. Parce que ces programmes, par exemple, agir sur la coutume et tout le reste, c'est dans les milieux le plus bas. C'est dans nos territoires, c'est dans nos districts, c'est dans nos villages, c'est la place qu'on donne à la femme là-bas, c'est la place qu'on donne à nos filles en société. C'est pas pour rien que je posais la question à Madame Elengue tout à l'heure, comment elle évolue avec sa fille, parce que même si c'est des femmes qui sont émancipées, mais parfois parce que la culture ambiante est telle qu'elle, les femmes se retrouvent déjà dans une forme d'environnement qui ne leur permet pas de connaître leur plein potentiel. Pour finir, je crois que les femmes représentent une ressource majeure sur tous les plans. D'ailleurs, vous avez la qualité des femmes sur ces plateaux. Et que, par exemple, du point de vue politique, les hommes politiques, on doit quitter le terrain de slogans pour essayer véritablement de chercher, d'en trouver qui peuvent être à des postes de responsabilité et qui peuvent devenir de rôle modèle. Parce que il faut que plus des femmes regardent devant, qui voient des femmes qui réussissent, qui voient des femmes qui avancent, ça suscitera l'émulation. Un verbe qui me met mal à l'aise, d'en trouver puisqu'elles sont rares ou d'en trouver puisqu'elles ne sont pas impliquées? Non, peut-être parce qu'elles ne sont pas assez impliquées, mais vous savez qu'il y a deux possibilités pour arriver au pouvoir. Soit que vous faites élire, soit que vous faites nommer. Et la nomination n'est pas strictement réservée aux membres des partis politiques. La nomination, on peut trouver n'importe où en société quelqu'un qui représente le profil d'une femme qui peut jouer les rôles. Tout est question de volonté. Merci beaucoup, Madame. Les recommandations fermes. Nous sommes allés sur une piste de solutions large. Mais quelles sont les recommandations fermes et immédiates? Moi, je me dis, la première chose, c'est pour rejoindre mes collègues autour de la table. Ils ont dit beaucoup de belles choses. Ils ont même déjà conclu. Si je pourrais rajouter, c'est d'envoyer la femme à l'école. Principalement. Parce que lorsqu'on parle de pauvreté, on parle de droits de la femme, je le dis toujours, ce n'est pas pour nous qui avons la chance de pouvoir parler librement comme ça à la télé et tout ça. Non, c'est pour toutes ces millions de femmes de sans voix qui n'ont pas la chance de nous dire ou de venir le dire tout haut dans nos plateaux de télévision et ailleurs, et manifester même quelles sont leurs conditions, ce qu'elles vivent au quotidien. C'est pour elles que nous devons nous battre. Et ces lois que nous prenons ici en ville, on devrait, et ça je le répète, veiller à ce qu'elles s'appliquent réellement. Il arrive quelquefois qu'on prenne des lois à Kinshasa, mais qui ont du retard, parce que le journal officiel qui a l'obligation de faire connaître ces lois au grand nombre n'est plus représenté à travers certains territoires. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Il faudrait déjà que ces lois soient connues et vulgarisées au niveau local pour qu'une femme qui se sent en difficulté puisse savoir, eh bien, je suis protégée par la loi, je peux revendiquer mes droits. Et comment les revendiquer? Et bien souvent, ces femmes qui sont sous l'emprise de beaucoup de choses, surtout de la coutume, eh ben, sont des sans-voix, ne parleront jamais des conditions dans lesquelles elles vivent. Et c'est pour ça que nous, Madame a dit qu'elle est activiste, je suis activiste, et bien d'autres femmes qui passeront sur moi ici. Moi aussi, je suis activiste. Je vous ai dit que je suis un homme genré. Et ma conclusion, c'était juste pour dire que je suis heureuse de voir que nous avons un homme qui est vraiment du côté de la femme. Il a dit beaucoup de choses. Non, il défend le droit des hommes avec H majuscule. Il défend le droit des hommes parce qu'il est sur le plateau avec deux femmes. Okay. Mais tout ce qu'il a dit,
En tout cas, il n'a fait que nous rejoindre et il a même poussé des bonnes idées tout à l'heure pour faire avancer la cause de la femme. Merci, Madame Soraya. On va finir avec vous. Merci beaucoup. Je pense que tout a été dit par rapport à l'amélioration des conditions de la femme en général. Mais moi, pour revenir à notre sujet, je voudrais peut-être me focaliser un peu plus sur les droits économiques de la femme et comment sortir la femme de cette pauvreté. Il serait peut-être utile maintenant de commencer à structurer l'économie informelle en ciblant prioritairement les secteurs où la femme intervient, parce que nous savons que la plupart des ménages, comme monsieur l'honorable l'a dit tout à l'heure, la plupart des ménages, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, sont soutenus par les activités économiques de la femme. Donc à partir du moment où on peut sortir cette femme de l'informel, pas seulement la femme, mais sortir le secteur informel, de l'informel vers le formel, le formaliser, ça sera plus facile de les capter et de mettre en place des outils qui vont renforcer les capacités économiques et financières de toutes ces personnes qui travaillent. Puisque un peu plus de 60% d'entre elles sont des femmes, les femmes vont naturellement en bénéficier. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes activiste de droits humains. C'est tout le plateau finalement. Alors ça a été un plaisir de vous recevoir. On pourra vous ouvrir également la porte pour un prochain numéro. N'hésitez pas à revenir à nous puisque nous avons besoin de parler de la femme. C'est le mois de la femme. Je ne sais pas si vous vous sentirez très mal à l'aise qu'on dise que le mois de la femme, le mois de mars. Il faudrait vous réserver toute une année. Ça déjà, passe. Un mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais 12 mois, c'est mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc cette émission Moi-ci. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.